Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Au cœur des lettres, la rencontre avec un auteur des Laurentides. Aujourd'hui, je reçois Francine Allard, une écrivaine prolifique qui a fait sa marque au Québec. Vous êtes dans la littérature depuis plus de 20 ans, Francine? C'est à peu près ça, 91. 91. Oui, avec un livre qui a vraiment fait boom. Parce que j'y parlais des toutounes. Des toutounes? Oui. Je pensais que ça remontait à plus loin que ça, 74, non? 91. 91. Oui, 91. Et puis, ça a été, c'est ce qui m'a lancé dans le milieu. Au départ, on ne me prenait pas tellement au sérieux. Alors, j'ai continué. Ah oui? J'en ai écrit quelques-uns, en effet. J'adore. Alors, Francine, vous êtes une écrivaine prolifique. Vous avez publié plus de 40 titres. Vous êtes une chroniqueuse, une blogueuse, une animatrice. Vous êtes reconnue aussi comme une conteuse dont la finesse n'a d'égal que l'originalité. Hein? On peut dire que vous êtes une originale. Vous avez publié donc, comme vous disiez, un best-seller aussi, La Couturière. La Couturière, oui, Ça a été étonnant la façon dont La Couturière a été reçue. C'est un roman d'époque. Ce n'est pas un roman historique. Et je vois la différence parce que le roman historique est vraiment basé sur les vraies personnes, alors que moi, c'est un monde totalement inventé dans un monde potentiel. Alors, mais l'époque est respectée et les recherches ont été absolument incroyables. Je pense que j'ai fait plus de recherches que d'écriture. Ah oui? Ah oui, la recherche représente au moins 60 d'un roman d'époque. Et puis j'ai fini le deuxième et j'ai très hâte de le présenter. Là. Oui. Mais enfin, toutes ces années, 40 titres, ça représente quand même beaucoup de choses. Et puis vous avez travaillé dans des genres vraiment différents. Vous faites de la littérature adulte, littérature jeunesse, la poésie. Oui. Et je me suis toujours dit que la poésie toute personne qui écrit et qui se prétend écrivain devrait en principe écrire n'importe quoi. Alors moi, j'y allais avec le goût du jour, mais la poésie, je l'ai fait un peu pour affronter le milieu. Oui. Parce que vous aviez des poètes qui n'ont écrit qu'un recueil de poésie, et puis déjà, ils sont consacrés écrivains, le grand écrivain. Mais je pense qu'un écrivain, il a en lui les mots, les idées. Il a un regard sur les autres, un regard sur le monde, et ce qui lui permet d'inventer toutes sortes d'autres univers. Et puis la poésie, c'est une forme d'écriture. Il y en a qui prétendent qu'on ne peut même pas vivre sans la poésie. Moi, je l'ai fait un petit peu pour damer le pion à bien des gens parce que je me disais, je pense que je suis capable aussi. Alors c'est votre petit côté frondeur qui dit, moi aussi, je peux me lancer là-dedans. Oui, je suis très frondeuse, ça c'est vrai. Vous parliez de la société, puis justement peut-être des stéréotypes et tout ça, de ce que les gens pensent, en fait, ce que l'on fait ou on ne fait pas. Votre récent ouvrage, J'ai tué Freud et il m'en veut encore, quel titre? Paru aux éditions Marcel Broquet, la nouvelle édition. Le titre en soi, évidemment, est déjà assez provocateur. Puis vous m'aviez souligné une phrase qui pour vous avait une importance assez particulière. Hein? Vous m'avez préparé une phrase qui disait donc si l'homme est si violent... Si la femme veut un homme honnête, tendre, amoureux, eh bien qu'elle l'élève donc pour qu'il le soit. Et je ne dis pas que la femme doit élever son mari, là. Je pense à toutes les femmes qui, dès la naissance d'un enfant, entrent en ligne de compte. La mère ou la grand-mère et la grand-mère. Vous avez ensuite les filles dans les garderies. Ce sont pour la plupart des femmes, dans les centres de jour aussi. Puis vous avez ensuite le primaire où la plupart des enseignants sont des enseignantes. Donc, je me dis, souvent, on a une responsabilité peut-être. Tu sais, que si on voit, si les hommes ne sont pas à notre idée ou à notre goût,
bien, peut-être qu'il faudrait réfléchir là-dessus. C'est vrai que Ouais. la femme a un rôle important à jouer. Oui. Et c'est pas tellement un discours féministe, Non. mais je me suis souvent prise contre des féministes engagées, sinon enragées. Et on n'a jamais raison ni l'une ni l'autre finalement, mais il reste que c'est très important pour moi, le rôle de la femme dans l'éducation des garçons. Mhm. Est-ce que ça a un lien avec votre livre, justement, J'ai tué Freud et il m'en veut encore? Est-ce que ça a un lien? Bien, un peu c'est-à-dire que la relation de Jasmine, le personnage féminin de ce roman, je dirais que c'est le deuxième rôle important dans le roman, a sûrement en tout cas eu un père dur, un père difficile, un père autoritaire. Mhm. Elle est consacrée à un psychiatre. Elle est tout oui envers lui parce que lui, son plaisir, c'est d'ailleurs la seule vraie relation qu'ils ont tous les deux, c'est qu'il met les pieds sur le pouf, qu'on appelle un ottoman, paraît-il. En tout cas, lui, il met ses pieds sur le pouf avec un bon pastis. Et elle n'a qu'à lui dire « Et alors, Mérel? » Alors, moi, je l'appelle Mérel, mais c'est Meryl. Et Meryl va se mettre à raconter, en fait, tous les cas de psychiatrie qu'il a vus dans la journée. Donc, pour Mais- remettre les choses en contexte, Meryl, c'est un psychiatre. Meryl est un psychiatre. Voilà, c'est un Et il psychiatre. s'appelle Maillet en souvenir d'un autre dont le nom se ressemble. J'avais pensé à Dr Mayou. Meryl Maillet est un psychiatre qui voit des cas très difficiles et puis il raconte à sa femme. Elle les attrape, elle les transporte avec elle dans un cours d'écriture. C'est pas un petit peu voyeur, tout ça? Ben, savez-vous quoi? J'ai vécu ça un peu. Comment ça? Ben, parce que je suis mariée avec un omnipraticien. Mais il n'est pas psychiatre. Il n'est pas psychiatre, mon mari, mais j'écoute souvent entre eux, quand ils se parlent, les médecins vont souvent, on le sait, dans des soupers, des conférences. Et je les entends se placoter d'un cas qu'ils ont vu, puis d'une autre, puis être comme ci et comme ça. Là, je me suis dit, un psychiatre qui fait ça, ça doit être épouvantable. Alors, j'ai inventé un psychiatre qui raconte tout, une épouse de psychiatre qui raconte tout elle aussi, à un cours d'écriture, un atelier, les fameux ateliers d'écriture où en tout cas, je pense qu'il n'y a pas une rue où il n'y en a pas. Les gens écrivent et puis là, Jasmine raconte ses personnages. Eux, ils pensent qu'elle les invente, ils la trouvent extraordinaire pour ça. Donc, elle part des personnages jusqu'à ce qu'une auteure plus talentueuse que les autres écrive un roman. Qui va tourner autour d'un personnage du psychiatre. Et ce personnage a raconté à son psychiatre une seule chose qu'elle n'a jamais dite à qui que ce soit, et tout à coup, ça se retrouve dans le fameux roman. Alors, j'ai brossé un tableau du plagiat. Mais le plagiat, c'est pas seulement prendre un livre et copier, là. C'est ce que les gens nous racontent dans le métro, où des gens viennent vous voir et vous racontent des choses, et on se sert de leur vie. Ouais, c'est comme un viol, en fait, de la Oui, confidentialité. c'est un viol de la confidentialité. Mais la création littéraire n'en est-elle pas un, Oui, tout le temps? c'est ça. On prétend qu'on n'invente jamais rien, que tout est toujours Oui. issu d'une certaine réalité, Et transformée. souvent autobiographique. Il faut Souvent. le dire qu'il y a beaucoup d'autobiographies dans les romans. Et c'est justement Denise Bombardier qui avait dit un jour, ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Bon. Alors, arrêtez donc de toujours nous demander, est-ce que c'est votre vie dans les romans? Parce qu'on serait obligé en principe de dire oui. Mais ce n'est pas nécessairement notre vie, mais c'est les gens qu'on a côtoyés. C'est ça. C'est comme un portrait de la société. C'est un portrait de qui est société. Puis- fragmenté, qui est remis. Ouais. Parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Non, c'est vrai. Voilà. Je vous avais choisi un passage dans ce dernier Oui, je livre. vous ai J'aimerais ça que vous choisi. nous en lisiez un petit bout. Ça va me faire très plaisir de vous en lire. On vous écoute. Pourquoi ce matin la vie m'a-t-elle semblé saugrenue? Parce que j'ai lu un article au sujet des commandites payées par le gouvernement du Canada en puisant des millions dans la poche des contribuables. Drôle de raison pour se suicider, me direz-vous? C'est ce que je me suis dit. Je vais attendre de trouver un meilleur motif. Personne ne se suicide à cause de Paul Coffin.
J'ai songé aussi que d'avoir été abonnée à des séances de gifles maternelles durant toute son adolescence pouvait pousser une personne aussi sensible que moi à avaler tout l'éthylénol extra fort avec codéine qui se trouve dans la pharmacie de la salle de bain. C'est ce barbu assez farfelu que j'entendais souvent à la radio qui l'a dit. On ne doit jamais toucher à un enfant, ni pour être trop gentil avec lui, ni pour être trop méchant. Jamais. Ni fessée, ni coup de cuillère de bois, ni torchon pour la vaisselle, ni salve de ceinture de cuir, ni gifle. Surtout pas de gifle. Parce que les gifles se portent au visage et qu'elles peuvent vous arranger le portrait de la plus insidieuse manière. Elles traversent l'épiderme, puis le derme pour se frayer un chemin jusqu'au creux de l'âme, et alors elles deviennent indélogeables. J'avais oublié celle que ma mère me servait lorsqu'elle croyait que j'avais ploté mon amoureux ou que je prononçais un juron, même le plus banal. Alors là, les gifles pleuvaient sur ma peau de pêche, comme si elle avait voulu que je perde mon arrogance et ma beauté. Et je me les suis rappelées il n'y a pas très longtemps, lorsqu'elle m'a offert un texte copié dans un livre de Madame de Beauvoir. « C'est ce que je pense de toi », a-t-elle ajouté. Dans ma voiture, 5 minutes plus tard, je lisais ce texte matraque. Si elle savait que ma mère m'a tant bouleversée avec cet extrait d'un livre qu'elle a écrit, je suis sûre que Madame de Beauvoir regretterait. Ce qui est pire pour cette écrivaine française, c'est qu'à cause de l'extrait que ma mère a tiré d'un de ses romans, je ne la lirai plus jamais. Je sais qu'elle s'en foutrait. Les écrivains français ne s'en font heureusement pas trop avec ce que pensent les écrivains québécois de leur œuvre, surtout quand ils sont morts. Tout le monde y passe. La fameuse influence, hein? Oui. Tout ce qui nous habite dans notre enfance Oui. et tout ça. Mais vous, votre parcours est quand même... enfin, vous n'avez pas toujours été écrivaine, même si maintenant vous y consacrez tout votre temps. Vous êtes vraiment écrivaine à temps plein. Vous avez passé du métier d'enseignante. Oui, enseignante Vous à la avez maternelle. fait des études en philosophie, donc Oui. pédagogie. Et puis un beau jour, vous avez décidé comme ça de vous lancer dans l'écrit. Attendez, que je me souvienne. Je connais ça, ce titre-là. Je pense qu'en fait, c'est par accident que tout ça est arrivé. Parce que je me destinais à une carrière d'humoriste. Alors, je faisais du stand-up comique. Mais quand ça? 1990. Là, j'ai fait un stand-up comique au recrutement qu'il faisait pour Festival Juste pour rire. Oui. Alors, il y avait Anthony Cavana, Claude Legault et moi, entre autres. Qu'est-ce que vous faisiez comme... Je faisais un monologue d'une vieille fatigante qui chantait des mariages à 10 piastres. C'est des mariages à 10 Elle pièces. chantait des mariages à 10 piastres. Elle allait dans les églises et elle se fâchait parce qu'ils demandaient des choses absolument incroyables, tu sais. Je sais pas, moi, la chanson de la famille Plouffe ou encore Il était une fois dans l'Ouest. Ou j'ai même eu une fois la chanson Comme un pont sur l'eau trop bleue. Alors que j'ai pris genre 2 semaines à trouver c'était quoi. C'était Comme un pont jeté sur l'eau trouble. Ah! Alors, je ne l'avais pas trouvé, mais je l'ai finalement... Elle m'a apporté la feuille avec les paroles et je l'ai chantée. Mais comme j'étais chanteuse, parce que j'ai fait le conservatoire de la province dans mes jeunes années, Oui. pour devenir chanteuse d'opéra. C'est vrai, en plus. Alors, en faisant le festival Juste pour rire, c'était pas les éliminatoires, mais en fait, ils cherchaient des nouveaux talents. Ben Et oui. j'avoue que j'étais pas mal drôle. Et j'ai fait cette femme qui en avait marre de n'avoir que 10 $ pour chanter des mariages et en plus des chansons stupides. Oui. Moi, je voulais chanter des Ave Maria de toutes les versions, puis des Pénis Angelicus, comprenez-vous? Mais est-ce que c'est pas à cette époque-là qu'est né aussi votre premier livre dont Oui. vous parliez tout à l'heure, Oui. qui a fait quand même une entrée assez remarquée finalement dans le oui, monde il de a la fait, littérature? ouais. Ah oui, toutes les émissions de Madame de l'après-midi. C'était à cette époque-là où j'ai été invitée à être membre d'un jury avec Alain Stanquet. Oui. Et c'était en prison. En Je n'ai prison. pas commencé mon métier dans un hôtel. J'étais en prison pour être sur un jury. J'étais membre du jury parce qu'à cette époque-là, le gouvernement fédéral lançait comme ça des concours parmi tous les prisonniers du Canada, en français et en anglais. Et puis moi, je faisais partie du jury à Laval. Et puis Alain Stanquet était président.
Et puis j'avais aussi une émission à la télé-université. En fait, c'était une fois par semaine, mais je passais, je pense, 70 fois à toute heure du jour. Et j'avais, comme vous disiez tantôt, des blogs qu'on appelait des chroniques à l'époque, Oui. que je lisais. Et Alain Stanquet m'avait entendu une nuit, et puis il avait passé une année à me chercher. Et cette fois-là, en prison, il me retrouve. Et puis, j'avais commencé à faire des monologues, justement, pour devenir humoriste. Oui. Et il y en avait un qui s'appelait La toutoune québécoise. Oui. Et puis, il m'a dit oui, 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 je veux. Alors, je l'ai écrit, je l'ai décuplé comme écriture, et puis j'en ai fait un livre. Ouais. C'était très drôle. C'est intéressant. C'est drôle. Donc, la piqûre vous a prise et puis vous avez La continué. piqûre, Vous avez oui, tout je l'ai- abandonné puis vous êtes lancé là-dedans. Bien, c'est-à-dire abandonner, j'avais pas grand-chose à abandonner. J'ai décidé de toute façon de rester à la maison avec les enfants. Ah oui, c'est vrai. Mais je me suis mise à lire surtout beaucoup. À lire et à me chercher un style. J'aimais Virginia Woolf, j'aimais Gabriel Roy, et puis Romain Gary, puis c'était des auteurs que j'aimais beaucoup. Et puis on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Ça, c'est bien entendu pour moi, c'est clair. Je me suis dit qu'il fallait que je lise, donc j'ai pris plusieurs années, en fait, avant de rencontrer Alain Stanquet. Mais après, quand ça a commencé, en 91, 93, 95, 97, j'ai eu un livre à chaque 2 ans. Est-ce que vous lisiez plus jeune? On n'avait rien à la bibliothèque. Non? Quand on avait passé la bibliothèque rose, la bibliothèque verte d'Élie Magali, puis la comtesse de Ségur, là, c'était fini. Fait que je les lisais toujours 2 fois. Parce qu'en vacances, on avait le droit à 5, et puis on pouvait les garder plus longtemps. Mais vous aimiez ça lire. Mais j'aimais ça lire, oui. C'était un monde qui m'interpellait, puis j'avais l'impression d'entrer. Effectivement, on pense des fois que c'est une blague, là, mais entrer dans le contexte, entrer dans le livre, et puis même rêver aux personnages. J'ai beaucoup aimé tous les personnages de la comtesse de Ségur. J'aimais le monde des reines et des princesses. Alors, elle, c'était une baronne, je ne sais pas. Oui, une comtesse. Comtesse, la comtesse. Il paraît que son mari a fait des affaires épouvantables. Rostopchine, elle s'appelait. Oui, oui, bon. Comment il m'avait dit Rostopchine? Rostopchine. Ah ben c'est Oui. beau, c'est beau. C'est bon, ça, au Scrabble, là. Oui. Si on avait le droit au nom propre. Oh hein? non, propre, c'est Ah pas bon. permis. C'est pas permis. Donc, vous êtes une lectrice un petit peu plus tardive, là où vous êtes gavée de lecture. Oui, quand j'aime un auteur, je me mets à le lire au complet. Quels sont les auteurs qui vous ont marqué, on dirait, à certaines époques de votre vie? Bien, je vous disais que le premier livre que j'ai pris quand j'étais pensionnaire au couvent Mont-Royal, qui a passé au feu depuis, je me demande même si je ne suis pas responsable de ça, mais j'aimais la bibliothèque. Et j'avais pris Alexandre Chenevert de Gabriel Roy. Oui. Et puis, j'ai tellement connecté, là, c'est incroyable, ce petit monsieur qui travaille à la banque et sa grosse femme, imaginez-vous comme je l'aimais. Autant je détestais la bonne femme du parc Belmont qui riait tout le temps pour rien. Je n'aimais pas cette femme dans le monde de Gabriel Roy. C'était le premier gros livre que je lisais et mes compagnes me regardaient. C'était un livre pour adultes. Ah. Et après, j'ai fait comme tout le monde, tu sais, en philosophie, le classique. Alors Camus, Ouais. Jean-Paul Sartre, de Beauvoir. Ma mère était abonnée au Cercle du Livre de France. Oui. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à part après, j'ai travaillé pour Pierre Tisser, Ah oui? qui était lui-même l'éditeur du Cercle du Livre de France. Alors, dans ça, tu avais tout. Je pouvais tous les lire, sauf quand ma mère me dit « c'est pas pour toi ». Alors, tu étais sûr qu'il y avait Quelque chose de, quelque chose croustillant. de croustillant. là. Comment vous vous organisez dans votre métier d'écrivaine? J'écris tous les jours, mais pas avec... je me suis pas fait une discipline d'écriture. J'écris quand ça me tente et surtout quand le délai est arrivé. Alors là, je ferme la maison et j'écris pendant une semaine sans arrêt. Comment ça, un délai? Je sais pas, il y a des fois que je le termine, je l'envoie chez un éditeur. Il y a des fois que l'éditeur attend et me donne une date limite. Alors, la semaine avant la date limite, je suis comme... tu sais, je cours vite, vite, vite. Et puis là, je fais plus le ménage et je ne fais qu'écrire. Ouais. J'ai pas vraiment de discipline, mais cet été, j'ai ouvert mon atelier au public pendant la Route des Arts d'Argenteuil. Et étrangement, ça se fait pas nulle part, j'avais de la poésie. Je lisais de la poésie aux gens et je vendais mes livres et je vendais mes aquarelles.
Et je suis la seule au Québec, finalement, à offrir de la poésie dans un atelier qui s'appelle l'Antre de Ferron, parce que Jacques Ferron était médecin et que moi, le mien, il paye l'atelier. Et pourquoi pas, en fait, la poésie, Ouais. c'est l'art comme la poterie. Et d'ailleurs, vous en faites aussi, vous faites de La poterie, l'aquarelle, de oui. la Je poterie. fais maintenant des masques de porcelaine. Oui. Vous exposez? Non, j'ai exposé ça, la poterie, j'ai fait ça pendant 20 ans, très, très professionnellement, là. Et puis un jour, j'ai vendu mon tour, j'ai vendu mon four, et puis j'ai décidé que c'était la fin. Maintenant, quand j'en fais, je vais chez une amie à Oka, Helga Madère, qui a un centre là-bas merveilleux. Elle donne des cours, et puis Oui. je peux faire des masques que je sculpte, là, à plat, tu sais, en 2 dimensions. Mm. Non, c'est très, très aride et difficile de faire de la poterie. Oui. Il faut tourner ça, là, ce tour-là. Quand il ne faut pas le peindre après, le cuire et puis le transformer d'une autre façon. Puis, Alors, qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Vous êtes vraiment multidisciplinaire, on peut dire, même si vous avez arrêté un peu la poterie, vous avez touché beaucoup. Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait d'écrire? je pense que ce que ça m'apporte, c'est de la fierté. J'ai dû avoir à un moment l'absolue nécessité d'être connue, je ne sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, que j'ai tout essayé. Si là, ça ne fonctionnait pas, je serais... Mourir sans être connue, ça serait la pire mort qui pourrait m'arriver. Alors, c'est le désir de laisser une trace? Laisser des traces, oui. Oui. Un livre, ça reste dans une bibliothèque. Une aquarelle, ben, plus ou moins. Après 50 ans, des fois, ça disparaît. Mais l'écriture, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que je dépeins et je juge aussi la Comment société. ça? Vous jugez? Oui, bien, Oui. vous avez, dans l'extrait que vous aviez là, il y en a tout. Je ne peux pas m'empêcher d'être ironique et de juger mes contemporains. Mhm. Mais ce qui arrive aussi, c'est que je suis une personne qui a été choyée dans la vie, de sorte que j'ai le dos assez large pour la répercussion. Quand vous dites choyer, vous parlez de votre enfance, de votre éducation, Oui, de l'enfance, votre vie, la vie d'adulte actuelle. aussi, je pense que de ne pas être obligé de faire les choses qu'on n'aime pas pour de l'argent. Ah oui. Je n'ai jamais connu ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je remercierai toujours mon mari pour ça. C'est vrai. On a le même compte de banque. Et puis lui, il m'admire et je l'admire. Je pense que l'admiration est quelque chose d'absolument important dans une relation de couple. Et l'humour. Et nous, ben, si on ne rit pas au moins 5 minutes par jour, ça ne va pas du tout le lendemain. Alors, on a élevé, on a 3 enfants et l'humour en même temps. Une vie qui paraît idyllique. Quelles sont vos grandes peurs, alors, vos cauchemars, les choses que vous n'aimeriez pas voir Mon Dieu, arriver? la perte d'un de mes enfants et de mes petits-enfants, c'est certain, puis pour tout le monde, c'est pas original, ça, là. Qu'est-ce que je vous dirais d'autre? J'ai pas vraiment de grande peur. Qu'est-ce que ce serait? De tomber maigre d'une journée à l'autre. J'aimerais ça prendre le temps de m'habituer. Ça, mais ça, savez-vous, j'avais décidé une journée d'écrire sur ma tombe « Enfin, des vers qui me sont fidèles ». Pensez pas que c'est On extraordinaire. parle d'une épitaphe ici assez originale, hein, on peut dire, c'est vrai, ça Ben colle à oui. votre personnalité. Oui, absolument. Oui, oui. Oui. Puis je veux pas de fleurs de plastique. Je Non. leur ai tout dit. Non. Parce que nous, on a un cimetière à côté de chez nous. Et puis, ils mettent des petites lumières qui s'allument la nuit. Sur chaque tombe, Ah le oui, monde a commencé arbres de ça, Noël. là. Des petites lumières, juste une petite lumière qui reste allumée et des fleurs de plastique. À part vos aquarelles, est-ce que vous pouvez me donner un coup de cœur d'un autre artiste que vous connaissez? Oui, moi, j'ai un gros coup de cœur pour Pauline Bressan, on peut la trouver un peu partout. Mais c'est une fille qui est magnifique, qui peint des choses extraordinaires, qui a fait des expositions en Chine, partout. Oui. Qui est, hélas, comme beaucoup, très, très taciturne, qui a sa galerie sur la rue Saint-Paul, qui dans le Vieux-Montréal et qui ne dérange personne. Ah. Et pourtant, c'est la plus grande artiste que je connaisse. C'est vrai, hein? Oui. Quel est votre prochain livre? Ou vos prochains Mon livres? ben, le prochain, en tout cas, c'est un roman jeunesse qui parle de la paralysie cérébrale. Je me suis inspirée de l'affaire Robert Latimer, qui avait euthanasié sa petite Tracy. Et je me suis rendu compte, après l'avoir écrit, que dans les romans jeunesse, je ne parle presque exclusivement que de la maladie mentale. Mais c'est pas une maladie mentale, en fait, c'est une maladie dégénérative, mais
les gens ont l'impression qu'un enfant qui a la paralysie cérébrale, c'est une maladie mentale. Même moi, je croyais que c'était ça. Alors, je le publie chez Marcel Broquet. C'est un des premiers romans jeunesse qui seront publiés dans la nouvelle édition. Alors, ça va s'appeler « Une fleur entre deux pierres ». On parlait de genres différents, donc c'en est la preuve, le roman jeunesse qui arrive ici. On parlait de poésie aussi, puis moi j'ai découvert un petit livre ici qui s'appelle « Vocalise sur un sanglot », qui est vraiment un petit bijou aussi. Puis je voudrais lire juste un de vos petits passages. Ben oui, j'aimerais beaucoup. J'espère que je vais l'honorer. Je me mets à chanter, pauvre murmure, s'insinuant entre les moments de silence, entre les fissures d'un mur lézardé. Mélodie franche, piquetée de jolies paroles, cataplasme de baume sur mes blessures. Puis, enfin, de longues vocalises sous la pointe des sanglots avortés. Oh, j'ai dévoré ce c'est pas petit mal livre bon, de c'est poésie. décrit. C'est de vous, hein? Je pense que vous avez encore plein de beaux projets et puis moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir à notre émission ici dans les Laurentides. J'espère que vous reviendrez nous voir. Bien, si j'ai un livre à chaque année, figurez-vous, j'ai un abonnement pour ici. Oui. Certainement. C'est tellement beau. Finalement, le viol de la confidentialité avec votre dernier livre, J'ai tué Freud et il m'en veut encore, chez Marcel Broquet, la nouvelle édition, c'est quand même une incursion dans la vie de beaucoup de personnes. C'est un livre quand même qui apporte des éléments assez croustillants, donc Oui. je vous invite à lire et puis j'espère que les téléspectateurs passeront une belle semaine de lecture et de découverte avec nos auteurs des Laurentides. Alors Francine, merci beaucoup. Bien, merci Rosette. À bientôt. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. Il y a la fenêtre qui donne sur le parc. Et l'autre qui donne sur la rue. La fenêtre qui donne sur la cour et celle qui donne sur le rêve. Celle-ci donne sur l'amour. Et puis, il y a celle qui donne le meilleur rendement énergétique, la fenêtre homologuée Energy Star. Exiger ce symbole, c'est s'assurer d'un grand confort et de belles économies d'énergie. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec, se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Les luminaires ont évolué. Optez pour les nouveaux luminaires homologués Energy Star. Ils consomment jusqu'à 75% moins d'énergie. Hey, tu sais, l'autre fois, on parlait d'épargne. Ben, j'ai pris une bonne décision. Quoi? J'ai décidé de mettre de l'argent de côté à... Ah, là, je suis contente. Je me sens en confiance. C'est mon frère qui m'a suggéré d'appeler à... C'est tellement simple. Tu devrais les appeler, toi aussi. C'est quoi encore le nom? Le nom le dit. Épargne Placement Québec. Vos économies garanties à 100%.